Bonjour à tous. L'injustice fiscale, ou la justice fiscale est-elle possible? Et en 1 heure de temps. Mais on va l'essayer, en allant dans des raccourcis, forcément. J'ai cru comprendre que la plupart d'entre vous sont dans des cursus de droit, d'économie, de finance, de sciences politiques. Donc, on a tous un peu une vision ou une base commune, plus ou moins construite. Ça va faciliter les choses. Justice fiscale. Ou l'impôt peut-il être juste? Donc c'est du droit. Parce que qui dit juste dit droit. En tout cas, en théorie. L'impôt d'ailleurs, quand il devient droit, d'une certaine manière, est un progrès. Parce que l'impôt sert à financer les dépenses communes, les dépenses collectives, et avant qu'il y ait l'impôt, c'est-à-dire une perception encadrée par les règles, donc du droit, il y avait le pillage, l'esclavage, le butin, toutes choses, la spoliation naturelle des plus faibles par les plus forts, toutes choses qui sont l'anti-droit. Donc l'impôt en soi est plutôt un progrès dans l'histoire des civilisations, et de ce point de vue-là, si l'impôt était toujours établi dans le respect de ce que je crois être la bonne règle de droit et de justice, les choses iraient sans doute mieux qu'aujourd'hui, où précisément l'injustice fiscale est souvent là. Il faut donc, pour essayer de déterminer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, revenir à un moment, pas trop long, mais un moment quand même, à l'origine. Mais qu'est-ce donc que le droit et qu'est-ce que le juste? Alors vous avez sûrement des professeurs très calés qui vous ont expliqué, enfin en tout cas pour certains d'entre vous, tout ça. Moi je vais vous donner ma version, qui remonte à l'origine du droit. Le droit est pour moi d'abord, d'une certaine manière, un processus de découverte. L'origine du droit, elle est à Rome, pour ce qui concerne le droit privé. Je sais, c'est un peu hâtif. Et à Athènes, pour ce qui concerne le droit public. Bien sûr, il y avait d'autres codes avant. Il y a des codes comme le code Hammurabi, bien sûr, qui montrent que le Moyen-Orient était très riche déjà avant Athènes et avant Rome, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais ces codes, qu'on trouve aussi avec celui de Dacron par exemple, sont des codes de prescription plus que des codes de principe. Les premiers codes, les premières règles de droit qui vont gérer au niveau des principes de base le privé à Rome et le public à Athènes, on les trouve là. Comment? On les trouve surtout à Rome, et c'est pour ça que je dis que c'est Rome qui est vraiment la mère du droit. On les trouve dans un processus de recherche, un processus de lente élaboration, qui est celui qui répond à la nécessité des hommes vivant ensemble. Ils vivent ensemble, et ils ont des querelles, parce que dès que deux hommes vivent ensemble, ils ont un jour ou l'autre des querelles, sauf quand ce sont deux héros, deux saints ou deux sages, mais c'est tout de même assez rare, et encore d'ailleurs. Et donc ces querelles, il faut les traiter. Et là, ils se tournent au début vers les prêtres, puis vers des sages qu'on va appeler les pontifes, puis les prudents. Et ces gens prudents, c'est pas un faux ami, c'est le mot latin qui veut dire ce qu'il veut dire, et c'est de là d'ailleurs que viendra la jurisprudence, le droit des prudents, et donc le droit des sages. Le droit de ceux qui sont prudents, donc le droit des sages. Et ces gens-là, qui sont reconnus par les autres comme plus sages, et ayant la mémoire un peu de ce qui s'est fait, eh bien, on leur demande de régler les différends. Ils vont les régler en essayant de construire à partir de l'histoire, de ce que leur ont légué ceux qui ont pratiqué le droit avant eux, qu'est-ce qui marche mieux dans tel cas, qu'est-ce qui marche moins bien, et qu'est-ce qui marche mieux dans tel autre cas, et ils vont construire ainsi une sorte de jurisprudence. Sauf qu'à un moment donné, les Romains disent, oui mais quand même, on ne sait jamais, parce qu'eux, ils ont leur secret, ils ne le dévoilent pas
en vertu de quoi ils traitent tel ou tel cas. Et donc, pour nous, se confier à eux, c'est un peu une aventure, et parfois on est surpris par leur jugement, donc on voudrait connaître les règles de base. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'à Rome, va se construire à côté de la jurisprudence quelques lois, mais des lois élémentaires. Ce sont les 12 lois qui sont établies donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ par les décemvirs, c'est-à-dire 10 hommes choisis parmi les plus sages et qui ont le plus d'autorité pour écrire. Ils vont passer un an ou deux à écrire ces quelques lois élémentaires sur des tables de cuivre qui seront sur le forum. Ces 12 lois que Cicéron, 5 siècles plus tard, disait que tous les petits Romains apprenaient par cœur. Une sorte d'équilibre donc entre quelques grands principes connus, parce que un bon droit, c'est d'abord un droit qui permet de prévoir, et la sagesse, parce qu'un bon droit est en même temps un droit qui tient compte des cas particuliers, car vous comprenez bien que quand la loi est générale, soit elle s'applique mal au cas particulier, soit elle doit être un peu interprétée, tortue parfois même, pour s'appliquer avec justice au cas particulier. Donc un nécessaire équilibre. Sauf que cet équilibre va être perdu au fil du temps, c'est-à-dire que notamment à partir de l'Empire romain, les empereurs vont s'approprier le droit parce que c'est un outil merveilleux pour eux de pouvoir, et donc ils vont peu à peu, ça se fait lentement, considérer que la loi c'est eux, même s'ils s'appuient sur des décisions accumulées depuis à la fin de l'Empire 1000 ans, donc c'est considérable, et qui fournissent des recueils extrêmement épais d'ailleurs de ces décisions. Et à la fin on va en arriver au dernier empereur connu en quelque sorte d'Occident, Justinien, qui l'Empire d'Occident est déjà tombé entre les mains à ce moment-là entre les mains des barbares, mais depuis 2 siècles, mais ceci dit, non pas tout à fait 150 ans, mais occasionnellement les empereurs reviennent, et là c'est l'Empire byzantin qui a pris l'Empire de Constantinople, donc qui a en fait pris dessus, et Justinien, qui est empereur d'Orient, revient reconquérir Rome, et il veut unir le monde, il veut être l'empire du monde, et pour unir le monde, il n'y a pas de meilleur instrument pour lui que le droit. Et il transforme le droit en loi. Alors ça aussi c'est évidemment un peu synthétique, mais il demande à ses juristes, à de grands juristes, de réunir tout ce qui existe du droit en loi au travers de 3 textes qui sont les institutes, les décrétales et le code. Et donc, tout ça fait que, au fond, Rome va léguer à l'Occident, qui va l'étendre à toutes ses colonies au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis souvent qu'il y a 2 droits dans le monde. C'est évidemment là aussi un peu exagéré parce qu'il y en a d'autres types, mais principalement, il y a le droit civil, c'est le droit français et de tous les territoires conquis par Napoléon, puis les colonies ultérieures de ces territoires, et il y a le droit anglais qui est le droit de ceux qui ont résisté à Napoléon et de tout leur empire, de tous les dominions, etc., donc du Commonwealth. En réalité, ces 2 droits viennent du droit romain, puisque Rome avait colonisé les Gaules et les territoires d'outre-Manche, où il y avait des Gaulois, mais il y avait aussi d'autres populations. Sauf que, curieusement, pas tellement curieusement, c'est parce que précisément, outre-Manche, on était plus loin de ce qui s'est passé en Occident. Outre-Manche, on a mieux gardé le droit des origines qu'en Occident continental, où en fait, au milieu du Moyen-Âge, à Bologne, au XIe siècle, à peu près, au XIe et XIIe siècle, on a redécouvert le code de Justinien et on en a fait la loi du monde occidental continental. Alors, tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que je pense que c'est dans cette confusion progressive du droit et de la loi que précisément on voit une première déviation de la justice elle-même.
là, il faut s'arrêter un instant sur, mais justice, droit, pourquoi est-ce que c'est pas pareil? Non, au début c'est pareil. En latin, jus, ça veut dire droit et juste. Et d'ailleurs, en anglais, law, ça veut dire droit et loi. Donc c'est pareil, d'une certaine manière. Mais en réalité, le droit, ce sont les règles naturelles. C'est pour ça que je vous ai raconté ça. Le droit à l'origine, et je crois que nous devrions garder ce sens-là, le droit, ce sont les règles qui permettent de vivre ensemble, qui sont établies avec la sagesse du temps. Ces règles qui géraient à Rome tous les rapports privés, le droit du mariage, le droit de l'échange, le droit de la propriété, etc. Et la justice, elle est là pour dire le droit, mais dans le respect du droit. C'est un peu compliqué. Elle va rendre une décision, elle va donc avoir une décision de droit, mais en principe, elle doit respecter le droit. C'est-à-dire respecter cette sagesse qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand la loi, au contraire, s'empare du droit, quand l'empereur, hier, le Parlement, aujourd'hui, l'autorité d'une manière générale, déclare que désormais le droit c'est lui, ça veut dire qu'il en vient à dire que peu importe ce qu'ont reconnu comme étant leur rapport de droit, les hommes au travers des temps et jusqu'à aujourd'hui, on peut changer le droit et on peut dire n'importe quoi en droit. Alors je vais donner des exemples un peu provocateurs à dessein. Aujourd'hui, la loi étant uniquement entre les mains du législateur qui dit mais ah, il y a un arrêt de jurisprudence qui contrevient à une loi précédente, c'est pas grave, on change la loi. On le voit souvent, et notamment en matière fiscale. Mais ça ne concerne pas que le fiscal, j'y viendrai tout à l'heure au fiscal, mais dans les problèmes de société, là c'est caricatural. Aujourd'hui, la loi dit chacun peut fixer son genre. Alors on est pour, on est contre, mais je note combien la loi va loin pour dire ce qu'est la nature, où puisait le droit jusque-là, la nature des hommes entre eux et de leurs relations. Je peux la modifier. Et je lis ce matin dans le journal que, par exemple, aujourd'hui, le ministère dit, alors là aussi on est pour, on est contre, c'est pas du tout le sujet, le ministère dit, ah, en matière d'avortement, il y a des associations qui disent sur leur site internet que c'est pas bien d'avorter. Mais dire c'est pas bien d'avorter, ça va contre ce que dit le gouvernement, qui lui dit que il faut que chacun qui veut avorter puisse avorter. Là, je ne prends pas parti. Donc, dit Madame Rossignol, ministre de la Famille, en réalité, on va interdire comme un délit d'opinion ceux qui vont contre ce que dit le gouvernement en la matière. Qu'on soit pour ou contre, car ça pourrait exister dans l'autre sens, on mesure là combien il est dangereux que la loi s'approprie le droit en considérant qu'elle peut en faire ce qu'elle veut sans respect de la nature et de la liberté des hommes. Alors, c'est notamment d'ailleurs ce qui, dans la longue histoire, nous est arrivé aussi en matière de fiscalité. Mais là, on va toucher d'autres domaines. C'est que, en même temps que le droit devenait loi, l'autorité qui s'était emparée de la loi va s'emparer du bien. Et là, il va y avoir une autre confusion, qui va être une confusion entre le bien commun et le bien. Qu'est-ce que le bien commun? Je vous donne ma définition, enfin, la définition que je partage avec beaucoup d'autres, aujourd'hui et dans le passé. Je pense que le bien commun, c'est essentiellement, mais c'est plus facile à dire qu'à cerner, ce qui permet l'ensemble des règles, on peut dire aussi d'ailleurs des comportements, mais des règles qui permettent de vivre ensemble. Nous sommes tous différents. Nous avons
tous des origines et des aspirations différentes. Et néanmoins, si nous n'avons pas des règles élémentaires qui permettent de vivre ensemble, il n'y a plus de société, et donc, en fait, on va tomber soit dans l'anarchie, la jungle, soit sous le totalitarisme. Ce sera l'un ou l'autre, l'un d'ailleurs engendrant souvent l'autre. Donc, il faut un certain nombre de règles élémentaires pour vivre ensemble, assurer d'abord, c'est ce qu'on appelait le régalien, c'est-à-dire ce qui relevait du droit autrefois, assurer d'abord la sécurité intérieure, extérieure, l'exécution de la justice. Je dis bien l'exécution, pas forcément la justice, parce que ce qui importe, c'est d'avoir une autorité qui permet d'exécuter les décisions de justice décidées, convenues entre les hommes, soit par eux-mêmes, on peut avoir une transaction d'homme à homme, soit par un arbitre indépendant, soit par un juge, ayant l'autorité de public avec lui, mais pas nécessairement. Ça, c'est la base. Au demeurant, moi, je suis de ceux, il y a peut-être quelques libertariens parmi vous, je n'en suis pas, je suis de ceux qui pensent que, de toute façon, comme le droit d'ailleurs, toute règle humaine doit être adaptée à des temps et donc à des époques, à des territoires, à des circonstances. Il y a bien sûr de grands principes. Je crois, comme parmi les grands principes, que au fond de chaque homme, il y a un substrat qui fait que, oui, nous avons tous des interrogations sur ce que nous sommes et où nous allons. Ce que certains vont dire, appeler des aspirations spirituelles. Nous avons tous à la fois besoin, envie de vivre ensemble et besoin, envie d'avoir une certaine liberté individuelle, etc. Bon. Mais c'est variable. Et je pense que, par exemple, c'est un progrès aujourd'hui que de considérer que l'État doit s'assurer que tous puissent être éduqués. Que tous ceux qui veulent puissent être là, ce soir. S'ils en ont, en tout cas, c'est pas tout à fait vrai pour vous, parce que vous, c'est pour ceux qui en ont la capacité intellectuelle, tous ne l'ont pas, on est tous différents. Mais par contre, pour entrer en primaire et suivre un cursus d'enfant, au moins jusqu'au collège et si possible jusqu'au lycée, là, il faut que tous puissent y aller. Mais l'État, par contre, là, au niveau des moyens, les choses sont différentes. On peut imaginer que l'État fasse respecter cette règle, mais par contre qu'il laisse ou non la liberté aux parents, aux éducateurs, aux tuteurs, quand il n'y a plus de parents, de choisir l'enseignement, l'école, l'instruction de leurs enfants. Et là, c'est pas tout à fait la théorie française d'ailleurs, qui au contraire a plutôt tendance à considérer que l'État doit prendre en charge non seulement l'obligation de l'instruction, mais l'instruction elle-même, qu'elle a concédée par une sorte de tournant de l'histoire à des écoles privées qu'elle bride à 20%, mais qui ne sont d'ailleurs plus privées que de nom, et qu'on dit libres seulement de par l'histoire, car elles le sont de moins en moins. Bon, on va en discuter. Mais peu importe. Donc le bien commun, on peut le définir, on peut l'étendre. Je vais prendre un autre exemple. Je crois fondamentalement qu'il est aussi du rôle de l'État de veiller à ce que, parce que nous sommes des hommes, et pas des bêtes, que aucun autre homme, dans le territoire sur lequel nous vivons, ne soit laissé pour compte. C'est-à-dire, meurt parce qu'il n'a pas de quoi vivre. C'est notre devoir d'humain, tout simplement. Et l'État doit avoir ce souci. Mais, là aussi, je vais prendre tout de suite il doit avoir ce souci dans le principe et veiller à ce qu'il y ait application. Il n'est pas obligé non plus de faire. Il peut faire. J'y reviendrai. Donc, voilà ce que je crois être le bien commun. Et l'un des instruments majeurs du bien commun, c'est la justice. C'est-à-dire que c'est ce souci d'avoir un corps de règles qui veille au bon rapport, au juste rapport entre les hommes. C'est d'ailleurs ce qui distingue
le juste, qui est une vertu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Il n'y a pas de définition de la vertu. Mais toutes les grandes traditions religieuses, toutes les grandes traditions philosophiques ont toujours reconnu, je crois, je ne connais pas d'exception, peut-être, j'en connais pas, ont toujours reconnu la justice comme une vertu. Mais c'est la seule vertu. Toutes les autres sont différentes, qui est une vertu qui ne peut s'appliquer que dans la réciprocité. Il n'y a justice que là où il y a deux ou plusieurs hommes en jeu. Différemment, il n'y a pas de justice. Alors que les autres vertus sont des vertus généralement unilatérales. Alors, on peut mettre dans les vertus ce qu'on veut, mais pour prendre un autre exemple d'ordre religieux, la charité, on la fait ou on la fait pas. J'ai donné la charité intentionnellement parce qu'en réalité, moi je vais parler du bien. Et le bien, c'est une vertu aussi, qui est laïque, on pourrait dire que c'est le pendant laïque de la charité religieuse. Mais le bien, vous êtes libre de faire le bien, ou de ne pas le faire. Et en fait, en même temps que le droit devenait loi, que le pouvoir s'appropriait la loi, qu'il faisait de la loi l'outil de sa volonté, au travers d'une évolution intellectuelle qui est due notamment, ça on pourra en parler si vous voulez, au nominalisme, c'est-à-dire à un courant opposé au thomisme, à partir du bas Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. Mais à partir de là, il y a une confusion qui se crée entre le bien et le bien commun, c'est-à-dire entre le bien et le juste. Car le pouvoir s'arroge peu à peu de faire non seulement le bien au travers d'une loi qu'il a publicisée, mais il veut faire le bien tout court. C'est venu notamment, c'est un symptôme, et en même temps, ça a donné un élan à ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe au début du XVIe siècle? En Angleterre, le roi Henri VIII il est déjà divorcé, il veut redivorcer. Il ne parle pas de divorce à l'époque, il a déjà eu un mariage annulé. Il veut annuler encore son mariage pour épouser une fille Bologne. Il y a 2 filles, qu'il épousera d'ailleurs successivement. Donc, il veut épouser une fille Bologne, et comme on ne peut réépouser, surtout quand on est roi, quelqu'un qu'après avoir fait annuler son mariage, et donc, quand on est roi, il faut le faire annuler par le pape. Il demande au pape, et le pape dit non. Alors, il se passe un certain temps, et comme il tient beaucoup à la fille Bologne, eh bien, il dit, c'est simple, puisque le pape ne peut pas annuler mon mariage, moi, je quitte le pape, l'église d'Angleterre va devenir l'église, une église que je vais présider, et je deviens le chef de l'église, qui fait sécession avec, donc, l'église de Rome. Il devient donc chef religieux, en même temps chef politique. Et il bannit tous les catholiques, et notamment tous les moines, qui faisaient le bien, en quelque sorte. Alors, faisaient le bien, chacun à sa manière, on peut le contester aujourd'hui, c'est évidemment une autre histoire, mais les pauvres, et Dieu sait qu'il y avait des pauvres à ces époques partout en Occident, ça dépendait à quelle période, mais il y en avait toujours beaucoup, eh bien, en fait, ils étaient accueillis par les monastères qui, à cette époque-là, abritaient en permanence toujours une assez large partie de cette population pauvre. Et du jour au lendemain, ils ne peuvent plus aller nulle part parce que les monastères sont fermés. Et là, le roi Henri VIII s'aperçoit que, bon, il y a des conséquences à son acte, et notamment qu'il faut que lui s'occupe des pauvres. Alors c'est le début. C'est le début, effectivement, de l'intrusion sociale, en quelque sorte, du pouvoir politique, qui jusque-là n'assurait que, justement, ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. Et le pouvoir devient religieux, et il va devenir, en fait, il va s'approprier ça, cette idée de faire le bien, à partir d'une autre confusion qui, elle, va être philosophique, littéraire, sociale. C'est cette idée que, en fait, en devenant Henri VIII chef d'église, il s'emplit des devoirs que le Christ avait confiés. Alors pourquoi
bien vous parler du Christ. Mais parce que, en fait, c'est très important. Depuis l'origine du monde construit en quelque sorte, du monde dont on a la mémoire, les grands prophètes, les grandes religions, les grands préceptes dans les codes aussi, dans les codes, même les premiers codes qu'on cherche, je vous ai cité Hammurabi d'Acron, il y a un grand principe, qui est le principe qu'on va retrouver chez Kant. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Ce principe négatif, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, c'est la base du droit, c'est la base du vivre ensemble. C'est le moyen de se respecter l'un l'autre. Et c'est pour ça que c'est la base du droit. Je vais vous prendre un exemple très simple, parce que vous avez probablement, un certain nombre d'entre vous, la mémoire des 10 commandements de la Bible. Eh bien, à part 2 qui sont liés sur le geste d'amour, les 8 autres qui sont liés sur les positions sociales sont tous négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne regarderas pas la femme de ton voisin, etc. etc. Tous négatifs. C'est le développement de ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Et puis, arrive au début de notre ère, le Christ, qui, lui, a un message complètement différent. Il dit, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? Et il va répondre, on va l'interroger. Eh bien, c'est fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Positif. C'est radicalement différent. Mais, je vais passer, hein, mais à un moment, on lui dit, oui, mais est-ce qu'on est obligé de le faire? Ah non, c'est si tu veux, tu le fais. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Donc, il ne veut surtout pas que le pouvoir, quel qu'il soit, le fasse à la place de chacun de nous. Sauf que, peu à peu, le pouvoir, imprégné peut-être d'un catholicisme exacerbé, ça a sûrement joué, va s'imaginer que cette charité, ce bien, c'est à lui de le rendre aussi. Et là, ça devient très dangereux. Parce que ça veut dire qu'il va nous dire comment nous comporter. Et c'est ainsi d'ailleurs que s'est construit peu à peu l'État-providence. Alors pour vous expliquer un peu la différence, je viens d'évoquer, entre droit et justice, je raconte souvent pour bien montrer aussi que ça n'est pas d'aujourd'hui, que c'est une vieille tradition ancrée. Alors la tradition, parfois on peut s'en méfier, il y a de mauvaises traditions, mais quand même la tradition, on peut dire que généralement, surtout quand elle perdure, c'est qu'elle transmet ce qui a réussi. Car ce qui n'a pas réussi, on a tendance à le jeter aux oubliettes ou à l'oublier. Bon. Donc, je vais prendre un exemple que je trouve dans un personnage de l'Antiquité grecque absolument extraordinaire, qui s'appelle Xénophon. Xénophon était un Athénien, médecin, écrivain, philosophe. Il en avait marre d'Athènes et il a été s'engager à Sparte, qui faisait la guerre aux Perses. Il est devenu général mercenaire de Sparte pour combattre les Perses, chez lesquels finalement il a vécu, car quand on combattait un peuple loin de ses bases, on finissait par y vivre et à s'entendre avec la population. Il a rencontré l'empereur perse de l'époque, et qui s'appelait Cyrus, comme son trisaïeul, le grand Cyrus. Et à partir de là, revenant à Athènes, il a écrit l'histoire du grand Cyrus, qui était surtout un prétexte à philosophie. Et il décrit l'adolescence du grand Cyrus. Et c'est Cyrus qui parle. Et Cyrus dit, quand j'eus 16 ans, mon maître, qui m'avait enseigné la justice, me dit maintenant c'est toi qui vas juger. J'ai un cas simple, et c'est toi qui vas le traiter. Je reçus donc les 2 protagonistes. Il s'agissait de 2 enfants, l'un grand, l'autre petit. Et le petit se plaignait que le grand l'avait dépouillé de sa tunique qui était grande, donc le petit en portait une grande.
pour la porter et lui donner, lui le grand, sa propre tunique qu'il donnait au petit, qui était petite. Et donc, Cyrus raconte, je dis à mon maître, eh bien j'ai jugé qu'il en était bien ainsi, puisque chaque tunique allait mieux à celui qui la portait après cet échange. Et le maître me battit, raconte Cyrus, parce que j'avais mal jugé. Car en effet, j'avais peut-être dit le bien, mais je n'avais pas rendu la justice. Or, à l'autorité, on demande de rendre la justice et non pas de dire le bien. En effet, lui dit le maître, tu aurais dû juger de savoir à qui était chaque robe. Et si le petit qui réclamait sa robe que le grand lui avait prise, l'avait achetée, ou si elle lui avait été donnée, ou s'il l'avait tissée. Dans cette petite histoire, vous avez une bonne synthèse, je crois, de cette confusion entre droit et justice et bien, et surtout entre bien et justice, qui est aujourd'hui la confusion générale donc, que commettent trop souvent les autorités publiques elles-mêmes. Lorsque l'État veut être paternaliste, dit Kant, la tyrannie est à craindre. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, ce que le père paternaliste peut faire entre ses deux enfants, écoute, j'ai l'autorité paternelle, donc je t'apprends aussi le bien d'ailleurs, parce que ça relève de son éducation. Donc oui, tu as une grande robe, donne-la au plus grand, et toi prends la petite, et puis on verra après. Mais, est une chose, mais quand c'est l'État qui dit ce qui est bien, ça veut dire qu'on en vient à Madame Rossignol qui nous dit « Ah mais il ne faut pas dire ça ». Et quand on commence à dire « Mais il ne faut pas dire ça », eh bien, on a la graine du totalitarisme. De la même manière, et j'en viens, rassurez-vous, à la fiscalité, quand l'État dit « C'est bien d'aider les uns ou les autres comme ci et comme ça », et qu'il le dit sans limite, parce que c'est lui qui fait la loi et qu'il n'y a pas de droit qui vienne le limiter, eh bien, il peut aller jusqu'à spolier les uns pour donner aux autres. C'est par exemple, aujourd'hui, ce que dit un monsieur Piketty, qui a bâti son livre, au surplus, mais c'est une autre histoire qu'on pourrait raconter, bâti sur des données pour beaucoup très fausses, très erronées, a bâti son livre dans le seul but d'arriver à sa conclusion qu'il fallait imposer, au-delà d'un certain niveau à définir, mais pas très élevé, imposer tout le monde de telle manière que tout le monde revienne à un niveau d'égalité situé sur ce seuil. Un seuil fixé par qui? Par l'autorité, arbitrairement, et une spoliation décidée par qui? Par l'autorité, arbitrairement. Notons surtout au passage, mais là aussi c'est une autre histoire, que ça aura surtout pour effet d'appauvrir tout le monde plutôt que d'en enrichir certains, car l'économie n'est pas un gâteau qu'on se partage, mais un gâteau qu'on construit ensemble. Alors, peut-il y avoir un impôt juste? Je crois qu'en effet, il peut y avoir un impôt juste, et cet impôt juste, il faut qu'il puisse se construire au travers de quelques principes simples. Quand bien même la loi sait faire fi du droit, il faut forcément qu'elle ait des critères dans ses décisions. Il faut qu'il y ait des critères de choix dans les dépenses publiques. Il faut qu'il y ait des critères de respect du juste dans l'impôt. Quand il n'y a plus de critères, et quand il n'y a plus de critères objectifs, il y a là aussi le risque de la tyrannie. Je vais vous raconter une autre petite histoire qui est racontée par Amartya Sen. Amartya Sen, c'est un économiste que vous avez peut-être lu, qui a écrit sur l'égalité, un peu sur les impôts, et il a été prix Nobel, donc, et il raconte l'histoire de 3 enfants.
justement savoir s'il y a une justice. Il raconte l'histoire de 3 enfants qui se disputent une flûte. Ils se disputent une flûte. Et donc il y a une fille, je vais l'appeler Hélène, qui dit « Mais la flûte me revient parce que je suis la seule à savoir jouer de la flûte. » Et il y a un garçon qui s'appelle Bob, qui dit « Mais non, moi la flûte me revient parce que je suis pauvre. Et je n'ai pas de jouet, et si je prends la flûte, ce sera mon seul jouet, alors qu'eux, ils ont déjà des jouets. Donc, ce serait plus juste. » Et puis, il y a Paul, qui dit « Mais moi, la flûte me revient, parce que c'est moi qui ai pris une branche, qui l'ai taillée, et qui ai fait cette flûte. C'est mon œuvre. » Alors, Amartya Sen dit « Mais est-ce que la justice est relative ? Il y a 3 critères du juste, je vous les ai indiqués. Mais si elle est relative, qu'est-ce que c'est jouer de la flûte ? On prend l'exemple de jouer de la flûte, mais ça peut être tout. Qui a le droit de venir à l'université ? Comment ? Si c'est juste, voilà, je sais. C'est compliqué. Pauvre ? Mais qu'est-ce que c'est que la pauvreté ? On a toujours un pauvre, à part un homme dans le monde, il y a toujours plus pauvre que soi, comme il y a toujours plus riche que soi, etc. Donc, ce ne sont pas des critères objectifs. Et le critère de la propriété, bien acquise, j'entends, est le seul critère objectif. Oui, il a tissé sa tunique, il a taillé sa flûte, il l'a acquise, on lui a donné, il l'a reçue de ses parents. Ce sont des critères objectifs. Donc, si on veut de la justice dans la dépense publique comme dans la perception de l'impôt, qui est son corollaire, car il y a perception de l'impôt parce qu'il y a dépense publique, il faut trouver les bons critères. Il faut des critères objectifs. J'ai cité celui de la propriété. Je crois qu'il est essentiel parce que, comme le dit un économiste français du 19e siècle, un économiste libéral français du 19e siècle, que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Bastiat, l'homme naît propriétaire. Il ne veut pas dire par là qu'il naît avec un titre de propriété d'une maison, d'une automobile ou que sais-je. Non, il veut dire par là que l'homme, d'une certaine manière, a besoin de la propriété, a besoin de pouvoir acquérir la propriété, ce n'est pas une obligation, pour asseoir sa liberté. Et le deuxième critère que je vais donner, c'est précisément la liberté. L'homme a besoin de liberté aussi. Il a besoin de liberté tout simplement parce que, et c'est un débat aussi que je vous propose, parce que, en fait, si on veut essayer de comprendre, mais qu'est-ce que l'homme par rapport au reste du monde, et notamment par rapport aux animaux. Alors je sais bien qu'il y a une tendance, à mon avis, dangereuse et erronée, elle aussi, de dire « Ah oui, mais les animaux ont les mêmes droits que l'homme. » Mais non, il ne peut y avoir de droits qu'entre les mains de l'homme. Parce que pour avoir des droits, il faut être responsable. Et je crois que précisément, ce qui fait que nous sommes des hommes par rapport à d'autres, c'est que nous sommes responsables. Responsables de nous-mêmes, d'abord, responsables des autres, ensuite, si nous le voulons bien. Ça relève là du bien et non pas forcément du bien commun. Sinon, dans le respect de l'autre, on a au moins à l'égard des autres cette responsabilité du respect. Et donc, si nous sommes responsables, et si c'est ce qui nous fait hommes, c'est-à-dire ce qui fait notre humanité, il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas être responsables sans être libres. Car vous comprendrez facilement que quand on nous impose une décision, on n'en est pas responsable. Pour être responsable de ces décisions, il faut être libre de les prendre. Et donc cette liberté est essentielle, comme la propriété sur laquelle se construit, ou peut se construire plus facilement en tout cas, la liberté. Mais en même temps, dans les mots que je vous dis, comprenez aussi que, de mon point de vue, la liberté n'est pas une fin en soi. La liberté n'est donc bien qu'un moyen. Un moyen
essentiel, bien entendu, un moyen fondamental, intrinsèque à l'homme. Je dirais, pour plagier Bastia, que l'homme naît libre, en ce sens, qu'il naît avec le besoin de cette liberté. Mais ça n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que la liberté n'est pas une finalité en soi, on ne doit pas être libre pour être libre. On ne doit en tant qu'homme être libre que pour répondre à nos finalités, qui sont les nôtres, que nous avons la charge, la responsabilité de nous fixer. Nous sommes en recherche. L'homme ne naît pas avec tout qui lui est acquis, il naît avec sa vie à construire, et donc c'est une recherche permanente. C'est pour ça d'ailleurs que la liberté n'est pas non plus un acquis, c'est un combat permanent. Et l'homme est à la recherche permanente de ses fins, c'est-à-dire de ce qu'il croit être le meilleur pour lui. Et ça relève de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas que l'État s'en mêle, qu'il ne faut pas qu'il nous dise ce qu'est le bien, car la recherche de nos fins, c'est précisément la recherche du bien. Un bien qu'on ne connaît pas, car la vérité, on ne peut pas la connaître. On peut penser qu'elle existe, ce que je crois personnellement, mais on ne la connaît jamais. On est à sa recherche. Ce n'est que par approximation négative, la même chose que le droit négatif, que j'évoquais tout à l'heure. On peut petit à petit dire ce qui est mauvais, élaguer, couper. Et c'est là aussi un processus de découverte. Et c'est dans ce processus, dans ce cadre philosophique, excusez-moi, vous attendiez du droit fiscal, et vous avez de la philosophie, donc je vous ai peut-être déçu, mais venons-en à la fiscalité. Car c'est dans ce cadre-là qu'on va trouver la justice fiscale. Pour parler fiscalité, parlons d'abord de dépenses publiques. Eh bien moi, je propose que les dépenses publiques soient tout entières ordonnées au principe de responsabilité. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, aider les plus démunis, les laisser pour compte. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, en quelque sorte, hein, qui sont nés handicapés, et d'autres qui trouvent la voie du handicap sur la route de leur vie, etc. Et ceux-là, il faut pouvoir les prendre en charge. Il y en a qui ont moins de quotient intellectuelle que d'autres. Nous, on a la chance d'être dans un amphi de fac. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas y accéder. Donc, il faut aussi trouver les moyens pour qu'ils vivent décemment. Mais, ceci étant, et si, chaque fois qu'on procède à des dépenses publiques, en ce, y compris notamment en faveur des plus démunis, on se disait, est-ce que ce que je vais dépenser, quand c'est possible, est-ce que je vais les aider à grandir, ou est-ce que je vais les assister et les enfermer dans l'assistanat? Voilà, je crois, une bonne question. Et quand on se pose cette question, on peut s'en poser aussi une autre de méthode. Est-ce que c'est à moi, l'État, par exemple, au sommet, de tout faire, tout décider, ou est-ce que je vais d'abord faire en sorte que tous les problèmes à prendre en charge, j'ai dit l'assistance, mais je pourrais dire l'éducation, puisque j'ai pris cet exemple tout à l'heure, je vais m'assurer que tout le monde a bien la possibilité d'être éduqué, instruit, d'abord, éduqué peut-être ensuite. C'est pas pareil. Mais, si les familles le font par elles-mêmes, c'est bien. Si les communes peuvent l'assurer, c'est bien. Par contre, si elles ne l'assurent pas, alors je vais le prendre en charge. Je m'explique. Dans l'éducation, il y a une façon très simple de le faire. Ça s'appelle le bon scolaire. Au lieu que l'État paye des professeurs, des bâtiments, sur les régions, peu importe, paye l'ensemble des frais qui représentent des coûts, c'est-à-dire très significatifs. On dit par exemple pour un enfant au lycée 8 000 € par an. Eh bien, qu'il donne à chaque parent, à chaque tuteur, un voucher, un bon de 8 000 € en lui disant, ben, tu le donnes, vous le donnez, à l'établissement de votre choix. Alors les établissements, ils ne font pas tout ce qu'ils veulent. Il est normal, si on veut vivre ensemble, qu'il y ait un cadre de programme, qu'il y ait un certain nombre de règles de sûreté, de sécurité de l'établissement, un certain nombre de règles élémentaires. Mais pour le reste, pourquoi est-ce que les parents ne pourraient pas être libres de choisir un établissement? Pourquoi on ne serait pas libre, les enseignants ne seraient pas libres de créer des établissements avec des méthodes nouvelles? On enrichirait notre pays et on lutterait peut-être plus efficacement contre la sous-instruction, la sous-éducation qu'on donne à trop de gens. Bon.
C'est un exemple. Je vais donner un autre exemple. Il y en a par là au niveau des dépenses, mais on pourrait décliner sur plein de dépenses. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, sauf peut-être quelques exceptions, vous n'êtes pas encore en activité. Mais il y a 4 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont indépendants. Des professions libérales, des artisans, des commerçants, etc. Ces indépendants sont obligés de s'assurer pour leurs assurances sociales auprès d'une caisse unique qui s'appelle le RSI. Le RSI est un cauchemar. Ça marche pas. Ces gens-là ne vous répondent jamais au téléphone, ils multiplient les erreurs, ils vous payent trop, pas assez, ils vous réclament des choses indues, ils vous remboursent pas ce que vous doivent, ils vous payent mal leur pension, etc. C'est un cauchemar. Le Premier ministre Manuel Valls a dit le RSI est une catastrophe, il avait raison. Et pourquoi sommes-nous obligés, surtout nous indépendants, moi je suis indépendant, pourquoi sommes-nous obligés de nous assurer auprès d'une caisse unique, monopolistique? Pourquoi ne pas nous laisser? Moi je dis le RSI, il existe. Ceux qui veulent rester au RSI et qui veulent faire des cauchemars, ben, qu'ils y restent. Mais qu'on ait la liberté. En plus, on est indépendant, c'est-à-dire qu'on est habitué à gérer nos affaires, en principe en tout cas. Donc on peut aussi aller choisir une autre assurance, librement. Et si on laisse cette liberté, ben, il y a des assurances qui vont proposer la même chose que le RSI. On verra bien si elles proposent plus cher ou moins cher. Et puis on choisira. On choisira le mieux disant au meilleur prix. Pourquoi nous enlever cette liberté? Et je prends le RSI à dessein, commençons par là. Et puis, si ça marche, on pourra peut-être dire aux salariés, vous avez, vous, aujourd'hui, l'obligation de vous assurer auprès d'une caisse immense, tentaculaire, qui s'appelle la sécurité sociale, et qui vous gère comme des pions, et encore, quand vous avez la chance qu'elle vous prenne pour des pions plutôt que pour des animaux. Et donc, si on faisait l'expérience qu'on puisse s'assurer, mais laissons la sécurité sociale, si certains veulent aller à la sécurité sociale, mais que, par ailleurs, il y ait des caisses libres. Bon, alors, tout ça est un peu compliqué, c'est plus compliqué que de le faire que de le dire, parce qu'il y a dans ces dépenses des dépenses de solidarité, il faudra d'abord distinguer des autres, qui doivent être assurées par l'impôt, et puis des dépenses d'assurance, qui pourraient être assurées par l'assurance. Bon. Mais ce sont des exemples qui montrent que, là aussi, en rendant la responsabilité à chacun de s'assurer, eh bien, on les rendrait plus libres et plus autonomes. On leur apprendrait, plutôt que de leur désapprendre, la responsabilité. Et corrélativement, je dirais que, de la même manière, on pourrait trouver également quelques principes élémentaires au niveau de la recette, c'est-à-dire donc au niveau de la ressource fiscale. L'impôt peut-il être juste? Certains nous diront, l'impôt est toujours un prélèvement forcé. Oui, c'est vrai, c'est un prélèvement forcé. Un prélèvement forcé est-il injuste par définition? Non, quand il correspond à un service. Un service qui peut être un service public, collectif. La sécurité, c'est un service. Ça peut être aussi un service individualisé. Et là, on peut imaginer que le prix soit plus près du service. C'est quand la route devient une route à péage, par exemple. Mais c'est la même chose pour l'école, parce qu'à la limite, l'école, on pourrait imaginer qu'il y ait des écoles qui arrivent à rendre un meilleur service à un moindre prix. Mais plus on s'approche du prix, mieux c'est. Il y a, bien sûr, un certain nombre de services qu'on dit publics par définition. Alors, ces services publics par définition sont des services qui sont considérés comme, et la sécurité nationale, la défense en est un par essence, ce sont des services qui sont en fait à la disposition de tous et offerts à tous. L'utilisation par l'un ou par l'autre ne vient pas en amoindrir la disponibilité, ni en augmenter le coût ou le réduire. Donc c'est un service
qui en fait est ouvert à tous et qui n'est pas modifié selon ce que chacun en fait. C'est en même temps un service donc, dont on peut profiter sans que ça retire le bénéfice aux autres. Donc, c'est vrai, il y a un certain nombre de services qui sont des services publics par définition. Mais ils ne le sont pas tous et loin de là. Et là, je vais vous raconter une autre petite histoire, qui est l'histoire des phares. Tout le monde, les auteurs libéraux, plus souvent, ont toujours considéré que les phares étaient un bon exemple de service public par définition. C'est vrai, le phare, c'est... Alors, oublions Internet. Hein, aujourd'hui, on a tous, sur un bateau, on a même un GPS, tous les bateaux ont un GPS. Ouais, il peut tomber en panne, il y a encore des phares. Bon. Mais les phares, c'était, avant le GPS, c'était extrêmement utile. Et donc, quand un bateau arrivait de loin, sur la côte, tout le monde disait, oui, il faut qu'il y ait un phare. Et le phare, le bateau, il arrive de loin, il arrive de l'étranger, il faut bien que le public ait mis en place. Alors, il y a un auteur, prix Nobel, également d'économie, qui s'appelle Ronald Coase, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, qui un jour s'est posé la question, il dit, mais c'est vrai, on dit tous, il faut les phares, il faut que les phares soient publics. Mais, est-ce que ça a toujours été comme ça? Et il s'est dit, je vais aller voir, dans le pays qui a dû avoir le plus de phares, je ne me trompe pas d'ailleurs, parce que, qui est l'Angleterre. Enfin, il était américain, donc pour lui c'était plus facile d'aller voir en Angleterre qu'en France, qui a un littoral bien plus grand que le littoral anglais. Donc il aurait pu aussi aller voir en France, mais je crois que ça n'aurait pas été comme ça d'ailleurs. Il va voir en Angleterre, qui a une tradition plus libérale de common law, et il regarde, et il s'aperçoit qu'au 19e siècle, au début du 19e siècle, la plupart des phares, 3/4 des phares, étaient privés. Et effectivement, il creuse un peu et il s'aperçoit qu'à la fin du 18e, il y avait des phares publics qui étaient construits par un organisme public du roi qui s'appelait la Trinity House. Mais Trinity House construisait ces phares parcimonieusement, il n'en avait pas construit assez, il y a eu une demande de phares, puisque là, après les guerres napoléoniennes en particulier, la marine marchande s'est beaucoup développée, puisque la paix était revenue, et là, il y a eu en fait un relais pris par le privé. Et donc, quand les bateaux approchaient, c'était qu'ils allaient au port, sinon ils n'approchaient pas. Et donc, en fait, les privés ont construit des ports, ont construit des phares près des ports, et ils allaient taxer, ils allaient demander leur redevance aux bateaux quand ils étaient au port. Et il y a eu comme ça, en une quinzaine, une vingtaine d'années, une construction très importante de phares privés. Donc, ceci pour vous montrer que on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que l'État peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et quand on peut trouver un prix, on peut le trouver. Pour les phares privés, ils avaient trouvé le prix. Après 1850, la Trinity House, pour des raisons, je vais dire, idéologiques en quelque sorte, a voulu renationaliser les phares, et pendant 30 ans, pour payer les phares qu'elle avait rachetés, d'ailleurs, n'a pas construit de nouveaux phares, ce qui a été une mauvaise chose pour l'Angleterre, mais c'est un autre problème. Alors, donc, se poser toujours la question du prix du service, c'est important, mais il y a un principe plus important encore, qui est un principe de neutralité. C'est un principe de neutralité, c'est que je crois qu'il est souhaitable que l'impôt laisse le plus possible les choses en l'état. L'État n'a pas à faire le bien, juste à assurer le bien commun. Et donc, s'il ne fait pas le bien, c'est pas à lui de dire « je dois prendre dans la poche de Paul parce qu'il a trop d'argent pour le donner à Pierre qui n'en a pas assez ». Non, il prend l'argent à l'un et à l'autre en fonction de ses propres besoins pour assurer des services, on va dire publics, dans l'intérêt commun, pour assurer le bien commun. Et donc, l'idée est qu'il prélève de manière la plus neutre possible. À cet égard, je vais prendre l'exemple le plus caractéristique, l'idée est qu'il prélève de manière proportionnelle plutôt que progressive, car la progression inclut forcément une décision despotique. Quand je dis despotique, je veux dire simplement qu'il y ait de l'autorité du prince. Pourquoi faut-il taxer un revenu à 40, 45 ? Alors c'est intentionnel ce que je dis. 40,
ce qui avait été au début par exemple de la Sarkozy, 45 à la fin, 49 même encore après avec le Fillon, 75 au début de l'ère Hollande, etc. C'est purement despotique, c'est purement arbitraire. Et les décisions arbitraires sont toujours des décisions dangereuses. Donc, neutre. Et enfin, et je vais terminer par là, puisqu'on s'est donné 1 heure et qu'on va y arriver, il y a encore un autre principe. C'est que le droit fiscal, on le dit autonome, et c'est une erreur, car il doit respecter la justice en général. Le droit fiscal doit respecter un grand principe de justice, qui est celui qu'il ne doit pas utiliser la fraude pour combattre la fraude. La fraude corrompt tout, y compris celui qui l'utilise pour corrompre la fraude. Et j'en viens là, au moins pour ouvrir le débat, aux quelques grands problèmes de fraude fiscale qui ont surgi ces derniers mois. Panama Papers, Apple, en Irlande, est-ce de la fraude? Panama Papers. Il y a évidemment, parmi les dizaines de milliers de gens qui ont ou qui avaient des comptes dans des paradis fiscaux, des gens qui ont placé là de l'argent issu du crime, quel qu'il soit. Il y a aussi des sociétés de par le monde qui ont ouvert des comptes dans ces pays pour des raisons commerciales, pour des raisons purement fiscales aussi, mais pour d'autres raisons. Peut-on utiliser la fraude pour combattre la fraude? Moi, je livre à votre réflexion. Je dis utiliser la fraude parce que, précisément, ces listes ont été saisies par la fraude. On les a volées. C'était la même chose pour celui qui avait volé ça, Scarsini, je crois qu'il s'appelait, en Suisse, etc. Et utiliser le vol, eh bien, c'est toujours dangereux. Parce que ça ouvre toutes les voies possibles. Ça ouvre d'autres voies au crime. Parce qu'à l'arbitraire, c'est le recel. Le recel est condamnable. Et je vais prendre un cas plus difficile encore. Et néanmoins, je pense qu'il faut combattre l'argent du crime de manière efficace. Donc c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je vais prendre un autre exemple qui est plus facile. C'est celui d'Apple. On dit, la Commission européenne, Apple doit rembourser 13 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés qu'elle n'a pas payés à l'Irlande. J'allais dire de quoi je me mêle. En réalité, la Commission européenne, de mon point de vue, détourne la règle européenne qui veut que la fiscalité reste l'apanage souverain des États au travers donc des règles de concurrence, c'est-à-dire que la Commission dit oui, mais en fait c'est des aides à des entreprises, des aides d'État à des entreprises, et donc c'était anormal parce que finalement Apple était en situation concurrentielle préférentielle de par cette aide de l'État. Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on doit analyser le problème. Les États restent souverains fiscalement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je trouve totalement injuste. On parle de justice, je ne parle pas de droit pur, applicable, de loi applicable. Je trouve totalement injuste. Et je dirais la même chose pour le Luxembourg. Que un État puisse dicter des règles individuelles d'imposition, cas par cas, pour chacun. Car effectivement, il ne met pas les gens en situation d'égalité relative, et il accorde à certains des avantages qu'il refuse à d'autres, ce qui ne me paraît pas juste. Donc, en fait, dans cette histoire Apple, je pense qu'Apple n'y est pour rien. Apple, on lui dit vous pouvez négocier, il négocie. Mais je pense que l'Irlande
à une position qui n'est pas correcte. Et que c'est, le cas échéant, l'Irlande qui devrait faire son mea culpa. Si par contre l'Irlande peut accorder à tous un taux de 0,5%, comme il l'a accordé à Apple, il l'accorde à tous. L'Irlande a accordé 12%. En réalité, 12% est infiniment raisonnable. D'ailleurs, le produit de l'impôt sur les sociétés, c'est 12,5%. Exactement. Le produit de l'impôt sur les sociétés en Irlande, au taux de 12,5%, représente en moyenne, ces dernières années, 2,5% du PIB irlandais, quand l'impôt sur les sociétés, en France, en moyenne à 35%, soit 3 fois plus à peu près, représente 2,4% du PIB. Je ne vous ai pas assommé de chiffres, mais quelques-uns. Et donc, ça prouve bien que trop d'impôt tue l'impôt. Il faut aussi que l'impôt soit raisonnable. Ce sera le meilleur garant de nos libertés. Et je vous ai dit combien la liberté, source de notre responsabilité, était au cœur de notre humanité. Merci. Merci pour cette conférence. On va passer maintenant aux questions. Quelles questions ? Bonjour. Au début, j'avais une seule question, finalement j'en ai deux. Déjà, pour vous, en fait, j'ai vraiment compris la conception que vous souhaitez développer et dire qu'au final, il faut plus de liberté et que ça fait un peu penser au discours de Macron, justement, en ce moment. Désolé, je me suis fait trop vite. Donc, du coup, en fait, quel serait pour vous le critère déterminant pour pouvoir arriver à un seuil d'imposition que vous jugez juste ou qui peut être raisonnable et acceptable? Parce que je me rappelle par exemple de Jean-Louis Debré qui disait, à propos du Conseil constitutionnel qui avait censuré la taxation à 75%, il avait dit qu'au final, cette loi était privative de liberté et qu'elle allait à l'encontre de la Constitution parce qu'au final, certaines personnes pouvaient être imposées à plus de 100% et que c'était de la privation au final. Donc, en réalité, quel est votre idéal et quelle est votre ligne de délimitation à ce niveau-là? Et ensuite, ce qui m'a un peu perturbé, c'est par rapport aux lanceurs d'alerte. Vous parlez des Panama Papers, et vous dites que combattre le vol par le vol, c'est extrêmement dérangeant. Mais du coup, encore une fois, quel est votre idéal et quelle est votre conception de la lutte contre la fraude fiscale si dénoncer les lanceurs d'alerte est pour vous aussi louable que dénoncer justement ceux qui fraudent? Parce que si on n'avait pas justement ces lanceurs d'alerte comme au Luxembourg ou dans l'histoire des Panama Papers, ça ne serait sûrement jamais sorti au grand jour et on n'en aurait sûrement jamais entendu parler. Donc au final, selon vous, quels sont les moyens de lutter contre cette fraude sans être dans l'illégalité? Alors, merci de ces deux questions, parce qu'elles sont importantes. Votre première question, elle n'a pas de réponse formelle. La Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe, elle siège à Karlsruhe, a dit, il y a maintenant 20 ans, que l'impôt sur le capital était illégal lorsqu'il permettait de taxer le revenu d'une personne à plus de 50%. Voilà. Pourquoi 50? Ça aurait pu être 40, ça aurait pu être 60. La règle de droit, et je vais me contredire un peu par rapport à ce que je vous ai dit sur l'arbitraire, c'est vrai qu'il faut bien en fixer des règles de droit, et qu'elles sont parfois un peu arbitraires. C'est vrai qu'il faut savoir fixer des seuils. Qu'est-ce qui est raisonnable? Et ces seuils, ce ne sont jamais les mêmes selon les époques et les territoires. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, à peu près, les gens ayant des revenus aisés étaient taxés, mais en moyenne à peu près 10% de leurs revenus, globalement, si on prend en compte les impôts sur le capital qui étaient plus importants, et les impôts sur le revenu qui existaient déjà, notamment sur les revenus mobiliers. Donc, on leur aurait dit 20%, ils auraient trouvé ça très exagéré. Aujourd'hui, quand on dit sur les gens les plus riches 30%, on pense que c'est raisonnable. Alors, on a quand même des critères économiques
des critères, oui, j'allais dire, aussi d'efficacité, qu'on peut prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Alors la courbe de l'affaire, elle dit quoi? Elle dit, au-delà d'un certain taux d'imposition, plus on impose, moins ça produit. Mais ce taux, c'est jamais le même. Quand Reagan est arrivé au pouvoir, en 1981, l'affaire, qui est un jeune économiste, lui a proposé donc de baisser les impôts en lui disant, si vous baissez les impôts, vous allez avoir un revenu de l'État qui va augmenter. Il s'est dit, c'est formidable, je fais plaisir aux contribuables et j'ai plus d'argent. En réalité, ils ont fait ça, et puis au bout de 6 mois, les économistes qui étaient autour de Reagan se sont rencontrés et ils se sont dit, mais les revenus rentrent bas, ça ne va pas marcher, on était peut-être en dessous du haut de la courbe, qui est une courbe en cloche de l'affaire. Il a fallu attendre 8 à 10 mois pour que, effectivement, les impôts montent. On était du bon côté de la courbe. En baissant le taux d'impôt, on remontait vers le haut de la courbe du produit, et donc il y avait plus de produits. Bon. C'est variable. En France, on considère, il y a des économistes qui ont fait des études, qu'un impôt, justement, j'ai utilisé ce chiffre de 30% sur les revenus ou sur les sociétés, c'est le niveau acceptable, en deçà duquel on ne va pas dissimuler. Parce que c'est ça l'important. L'Union soviétique, c'est un pays dans lequel il n'y avait pas vraiment d'impôts. Quand elle est redevenue, après la chute du mur de Berlin, la Russie, il a fallu inventer des impôts, on les a multipliés à l'envi, c'était un peu l'anarchie, et il y avait tellement d'impôts qu'un chef d'entreprise normalement constitué, ou un individu normal, mais un dessin chef d'entreprise, parce qu'en plus il y a les impôts de l'entreprise, s'il payait tous ces impôts, il payait plus de 100% de ce qu'il pouvait gagner, donc ce n'était pas possible. Ce qui est d'ailleurs un moyen, et encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays, d'avoir le contrôle sur tous les citoyens du pays, parce que quand j'ai des impôts qu'on ne peut pas payer, et si je criminalise le non-paiement de l'impôt, je peux mettre tout le monde en prison. Dès que je veux mettre quelqu'un en prison, il suffit que j'aille voir un peu sa situation fiscale, il n'a pas pu payer tous ses impôts puisque ça a dépassé son revenu, donc je le mets en prison facilement. C'est ce qui s'est passé en Russie, notamment avec le Khodorkovsky, par exemple. Et en fait, la Russie donc, a en 2001 dit bon, c'est plus possible, c'est plus tenable, cette complexité de la fiscalité nous nuit. Je vais mettre en place une flat tax, un impôt proportionnel, au taux de, à l'époque, 13%. Il a été réduit maintenant à 11%. Au bout de 2 ans, le produit de l'impôt est augmenté de 80%. Voilà. Bon, alors c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une règle unique. Mais qu'il y a une règle. Et le droit, c'est un processus de découverte. Il faut l'approcher. Deuxième question, les lanceurs d'alerte. Alors d'abord, je voudrais vous dire que, pour moi, le Luxembourg, finalement, violait une règle morale, en quelque sorte, celle qui veut, que j'ai énoncée tout à l'heure, que la fiscalité doit être la même pour tous, parce que si elle n'est pas la même pour tous, ben, il y a injustice au profit de ceux qui ne sont pas parmi les privilégiés. Mais, sur le plan juridique, rien n'empêchait le Luxembourg de consentir des rulings, hein, c'est-à-dire des avantages à certains. Ce que je lui reproche en plus, c'est de ne pas avoir été transparent. Ce n'était pas public. Donc je ne trouve pas ça normal. Pourquoi, si c'est normal et bien, pourquoi le cacher? Mais ça n'était pas. Et d'ailleurs, les lanceurs d'alerte au Luxembourg ont été condamnés. Parce qu'ils avaient volé les données. En réalité, moi je suis tout à fait favorable à l'idée que si un lanceur d'alerte, ce qu'on appelait autrefois un dénonciateur, tout de même, c'est plus joli évidemment le lanceur d'alerte, mais si un dénonciateur dénonce quelque chose de vrai, on doit le remercier et le protéger. Et je suis très favorable. Mais s'il dénonce quelque chose de faux, induit simplement la suspicion, ce qui est aussi le cas, et ce qui est rendu plus facile par une protection trop grande, alors non seulement il ne doit pas être protégé, mais il doit être condamné. Et ce que je pense simplement, moi je reviens toujours au même principe, c'est que
dénoncer le mal, en quelque sorte, par rapport au bien, c'est bien, quand on en a le courage. Il faut simplement être sûr de ce qu'on fait et en assumer la responsabilité. Donc c'est la raison pour laquelle je suis contre une loi qui protège, d'une manière générale, ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Parce que s'ils disent des bêtises, il ne faut pas les protéger, il faut les condamner. Voilà. Une question? Bonsoir. Ça va être très court, c'est une question que je viens de poser aux fiscalistes de la tendance libérale. C'est quel est pour vous l'impôt le plus juste? Alors, je vais vous choquer peut-être certains. Si vous me dites quel est l'impôt le plus juste, je vous dis l'impôt sur le capital. Qui est plus juste que l'impôt sur le revenu. Moi, je suis contre l'ISF parce que c'est un impôt complètement stupide, il ne rapporte rien, enfin 5 milliards d'euros, et encore avec toutes les régularisations en cours de comptes étrangers, donc c'est pas grand-chose. Il coûte infiniment plus cher, non seulement par son recouvrement, mais surtout par le handicap qu'il entraîne dans l'économie. Et surtout, c'est un impôt qui se cumule avec beaucoup d'autres impôts sur le capital, l'impôt sur les successions en particulier, les impôts fonciers, et avec l'impôt sur le revenu et les impôts sur les dépenses. Donc en réalité, ce cumul me paraît finalement nocif. Et donc en l'état actuel, je pense qu'il faut supprimer l'ISF. Mais par contre, si vous me dites idéalement quel est l'impôt le plus juste, je vais dire l'impôt sur le capital et je m'explique. Prenons deux situations. Deux d'entre vous reçoivent une dotation de leurs parents, ils ont cette chance, ou alors ils ont gagné au gros lot. Bon, ils ont 100 000 euros chacun. L'un d'entre vous le fait fructifier et il va gagner 20 000 euros par an qui vont s'accumuler, tandis que l'autre se dit, moi, je vais vivre de ma petite rente et ça me laisse 5 ans pour rien faire. Bon. Il me paraît assez juste que plutôt que d'imposer seulement celui qui a gagné sur les 20 000 euros qu'il gagne, dans mon exemple, par an, à un taux qui peut aller, par exemple, aujourd'hui, jusqu'à, en France, 64,5%, mais disons, un taux moyen supérieur d'imposition de 50%, ben, il me paraît préférable d'imposer à 2% l'un et l'autre sur leur capital. Ça va rapporter à peu près la même chose, mais celui qui ne veut pas faire produire son capital, qui ne veut pas rendre son capital productif pour lui, mais pour le bien commun, car celui qui a placé son argent dans une entreprise ou ailleurs, ben, soit il a prêté de l'argent à des gens qui produisent, soit il a investi dans des machines et il produit, et pour gagner ses 20 000 euros, en fait, il a contribué à la production nationale, il a vendu, etc. Donc il a rendu service à tout le monde. Et donc, je trouve assez juste que tous soient imposés proportionnellement sur leur capital, de façon à ce que tout le monde soit incité à rendre son capital productif. Une question? Bonsoir. Moi, j'avais juste envie de rebondir sur les lanceurs d'alerte et du coup vous demander votre point de vue sur le reporting public. Le reporting public. La déclaration des entreprises que voulait faire aussi Michel Sapin avec la loi Sapin 2. Et donc du coup, les déclarations seraient obligées de faire des entreprises pays par pays, de leurs salariés, de tous les impôts qu'elles payent. Donc en fait, cette obligation existe déjà pour les entreprises qui font plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé, et elle est en train d'être étendue aux entreprises qui font plus de, je me souviens plus, 40 ou 50 millions de chiffre d'affaires. Hein. Je me souviens plus si c'est 40 ou 50, vous savez peut-être, non? On peut apporter 40 ou 50. La loi n'est pas encore votée. Ça part d'un bon sentiment, bien sûr. On se dit, après tout, comme je vous l'ai dit, je suis assez favorable à l'information. Si on fait quelque chose, il n'y a pas de raison. Surtout pour les impôts, là, ça vient de la puissance publique, donc il n'y a vraiment pas de raison de le cacher. Dans la vie des affaires, et vous le tâterez peut-être un jour, c'est un peu plus compliqué. Parce que la vie des affaires suppose, dans un certain nombre de cas, d'avancer à pas feutrés, surtout quand, malgré soi, on est obligé d'aller dans des pays où les choses ne sont pas aussi simples que dans un Occident ouvert et transparent. Et donc, je connais pour ma part un certain nombre d'entreprises
qui ont pu se développer notamment au niveau international parce que ils ont installé, j'ai 2 clients, pour être très précis. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu de près, qui ont des entreprises qui ont été citées dans la presse comme étant des entreprises localisées au Panama Papers, au Panama. L'un de ses clients avait créé une société pour participer avec des gens de Cuba à l'installation d'une entreprise dans un pays des Caraïbes voisin. Et on ne pouvait pas révéler l'identité de ces gens. Et ils avaient fait ça, alors ces gens-là en plus étaient français d'origine mais résidents en Suisse, c'était pas illégal. Bon. Le deuxième est une grande entreprise lyonnaise, internationale, qui avait créé une société pour racheter une entreprise à Bahreïn. Et eu égard aux lois de Bahreïn, etc., c'était la meilleure solution. Il n'y avait rien de caché. Cette entreprise était indiquée dans son rapport annuel. Simplement, on ne donnait pas les chiffres, on n'avait pas envie de les donner. Parce que nous obliger à les donner, maintenant on l'a fait, mais c'est pas très bon pour le commerce. Et on peut se demander si ça ne relève pas de l'idéologie. Qu'est-ce que ça va apporter? Aujourd'hui, l'administration française, avec le droit français, avait tous les moyens d'aller voir ces 2 clients que je vous ai cités pour leur dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans et en gros. Et comme l'administration française, elle, est tenue au secret professionnel, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, personnellement, je ne suis pas très favorable à ce genre de choses. Je pense qu'on pêche un peu par excès. Personne d'autre? Bonsoir. Excusez-moi, moi j'avais une question, pas forcément sur la question de justice pour l'impôt, mais sur la question de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez d'une fiscalité commune aux pays européens? Merci. Merci. Je vais vous faire une réponse générale avant peut-être d'en faire une particulière. Moi, je pense que la concurrence entre entreprises est bonne pour le consommateur. Chacun peut avoir son avis, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à réduire les prix, à améliorer les produits, etc. Parce qu'il y a la concurrence. Elle est bonne pour le consommateur. Et elle n'est pas facile pour les entreprises qui préfèrent, elles, être en situation monopolistique ou oligopolistique, et qui font souvent tout pour ça, d'ailleurs. À tort. Parce qu'en réalité, elle meurt à long terme. Un peu comme les notaires, par exemple, qui veulent absolument, malgré la loi Macron, se protéger dans leur monopole, mais ils vont mourir s'ils se protègent dans leur monopole. Macron leur donne une chance inespérée, qu'ils prennent en traînant les pieds de manière lamentable. Bon, enfin, c'est un autre problème. Mais c'est lié quand même. Et pourquoi il n'en serait pas de même des États? Moi, je crois que la concurrence entre États est une bonne chose pour le contribuable, qui est le consommateur de l'État, en quelque sorte. Moi, je pense, si vous voulez, que le fait que l'Irlande ait un taux d'impôt sur les sociétés de 12,5%, ça empêche la France de mettre des impôts qui soient trop élevés. Déjà, elle les a mis à 33%, ce qui n'est pas malin, puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ça n'augmente pas son produit fiscal. Et ça fait fuir beaucoup de gens. Donc la fiscalité, alors, la fiscalité française, n'oublions pas qu'avant, l'impôt, il était à 50%. Dans les années 70, il était à 50% l'impôt sur les sociétés. De la même manière, d'ailleurs, en Allemagne. Et c'est la concurrence qui a réduit ces impôts. Je crois que la concurrence, pour autant qu'on puisse encore voter avec ses pieds, entre les États souverains, pour leur fiscalité, c'est le meilleur protecteur du contribuable. Donc, de manière particulière, je pense qu'il faut maintenir le souverainisme fiscal en Europe, de chaque État. J'attendais quelques d'autres questions, donc on est relax là. C'était par rapport au début de votre intervention, vous parliez de Laurence Rossignol, donc c'est un peu à côté de l'impôt, mais... Laurence Rossignol par rapport à l'avortement. C'est un exemple, oui.
vite fait, juste un truc. Parce que vous avez dit que c'est dans la réflexion philosophique aussi, de toute façon. Vous disiez que l'État était en gros en train de censurer une pensée, était en train d'interdire de réfléchir de telle manière. Mais en fait, justement, c'est une question peut-être que c'est complètement ignare de ma part, mais je pensais avoir compris que c'était des sites internet qui se faisaient passer pour des sites neutres à propos d'avortement, et qui justement souhaitaient renseigner les jeunes filles, ou les jeunes hommes aussi, dans le but de l'avortement, et qui voulaient donner justement des indications complètement neutres. Et qui en fait, à côté de ça, menaient une réelle propagande de manière très subtile et fine, et c'est justement ça que le gouvernement cherchait à condamner. Donc est-ce que vous condamnez, vous, est-ce qu'avec cette vision aussi vous n'êtes pas d'accord, ou c'est juste complètement tout le concept? Merci. Comparaison n'a jamais raison, donc les exemples on peut les multiplier, mais par contre, je pense qu'en l'espèce, c'est pas tout à fait ça quand même. Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple. Moi, donc j'anime un think tank, un laboratoire d'idées qui s'appelle l'IREF. Et dans mon think tank, on fait des études, des recherches avec des universitaires, etc. Et on annonce clairement qu'on est un institut de recherche économique et fiscale, et qu'on délivre aussi de l'information. On a des données assez riches pour délivrer de l'information sur la fiscalité et l'économie. On dit aussi qu'on est libéraux, mais je veux dire qu'on délivre de l'information. Ces sites, moi j'ai été voir, parce que ça m'intéresse sur le plan de la liberté d'expression. Oui, effectivement, ils ont une opinion très marquée, mais ils ont bien le droit de dire, nous on est contre l'avortement, mais on va vous dire, on va vous délivrer de l'information sur l'avortement. Ils commencent d'ailleurs par dire en général, pas en général, mais par dire, voilà, vous avez le droit d'avorter, mais nous on va vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Mais je ne vous dis pas que je suis pour ou contre l'avortement d'ailleurs, hein, vous ne le savez pas si je suis pour ou contre. Je dis simplement, je me méfie, voilà, le délit d'opinion en soi, c'est toujours un risque. Alors je vais prendre un autre exemple qui est plus simple, les lois mémorielles. Bon, c'est la même chose. Et pourquoi est-ce qu'on va me dire qu'il faut que je sois... Enfin, c'est pas qu'il faut que je sois, que j'ai pas le droit de remettre en cause de près ou de loin tel ou tel acte, parce que c'est le génocide arménien, le génocide juif, le génocide... et pourquoi pas le génocide, je sais pas, vendéen, pourquoi pas le génocide... demain, ce sera le génocide syrien. Si vous voulez, moi, personnellement, je pense que les négationnistes, qui sont des gens complètement marteaux, je vous donne mon opinion, les négationnistes de la Shoah, qui sont des gens donc, qui ont la tête à l'envers, mais on ne les combattra pas bien en disant leur opinion est illégale, on les combattra en les combattant par la conviction. Et de toute façon, ce qu'ils disent est tellement stupide qu'on n'aura pas trop de mal. Mais en disant on interdit telle opinion, parce que c'est ça en fait dans ces sites-là. Oui, ce sont des opinions, vous avez raison, mais pourquoi leur interdire leur opinion? Et si... Bon. Et donc, quand on commence à interdire des opinions, eh bien, on prend le chemin d'un gouvernement despotique. Parce qu'il n'y a plus de limite. C'est, au fond, ce qui a traversé mon propos, c'est que le droit fixe des limites, qui sont des limites consensuelles, admises dans ce processus de découverte, et que quand on y renonce, on prend tous les risques, y compris les risques d'une société dans laquelle on perd sa liberté, et perdre sa liberté, c'est perdre son humanité. Voilà. Moi, je voulais en fait rebondir sur le sujet de la souveraineté des fiscalités en Europe. Vous avez dit qu'il faudrait les maintenir, mais moi je ne me fais pas l'avocat de il faut harmoniser la fiscalité en Europe, etc., parce que je pense que c'est quand même difficile. Vu l'hétérogénéité des économies européennes, l'Allemagne industrielle, la France un peu moins, l'Espagne plutôt agricole, donc je pense que ça dépend aussi beaucoup des secteurs et qu'on ne peut pas forcément harmoniser tout. Mais en maintenant la souveraineté la souveraineté fiscale pour chaque État,
est-ce qu'on n'ouvre pas la porte un petit peu à une injustice? En fait, on parlait de justice, l'objectif de l'impôt c'est la justice. Est-ce qu'on n'ouvre pas un petit peu la porte à l'injustice? Parce que vous avez par exemple les sociétés, pour en revenir à Apple, Apple quand ils vendent leurs applications, j'achète n'importe quelle application, ils vont pas encaisser ça en France, alors que moi je suis un client français, je l'utilise pour mon quotidien ici en France. Sauf que eux, je vais recevoir ma facture, ce sera Apple Holding SARL, ce sera domicilié au Luxembourg. Donc voilà, ils profitent finalement des écarts fiscaux en fait pour s'enrichir et pour pas payer le plein impôt, alors que ceux qui vont contribuer à l'économie réelle, aussi modestement soit-il, par exemple la petite supérette du coin, quoi qu'il arrive, elle sera imposée à 33%. Et aussi, ma deuxième question, donc elle porte sur ça. Vous avez dit que vous étiez plutôt pour un impôt fixe, un petit peu pour tout le monde, si j'ai bien compris. Proportionnel? Oui, proportionnel, mais pas progressif, vous avez dit. Oui, s'il est proportionnel, il n'est pas progressif. Progressif, ça veut dire 10% jusqu'à tel seuil de revenu, 20%, voilà. Dans les proportionnels, c'est 10% pour tout le monde, sur tous les revenus, par exemple. D'accord, voilà. Donc, non, moi, c'était surtout en fait sur la souveraineté fiscale des États. Est-ce que ça ouvre pas la porte à finalement une injustice plutôt qu'une justice aux dépens des autres? Bon, il n'y a pas de vérité absolue, hein, bien sûr. Donc, en tout cas, on ne la connaît pas. On la cherche. Et tout cadre légal peut induire des injustices. Le tout, c'est d'en rechercher le cadre légal qui en induit le moins. En réalité, si vous avez un impôt égal pour tous, vous allez nuire au développement de certains. C'est une autre forme d'injustice. Alors, je vais m'expliquer. Toujours sur nos deux exemples qui sont pratiques, de l'Irlande et du Luxembourg. L'Irlande, qui est au bout du bout de l'Occident. Qui va aller en Irlande comme entreprise? Quelle entreprise va aller s'implanter en Irlande s'il n'y a pas un impôt sur les sociétés favorable? Quasiment aucune. L'Irlande a le droit de vivre. L'Irlande était le pays le plus pauvre d'Europe, de l'Europe hors rideau de l'Est, hors pays de l'Est, puisqu'à l'époque il y avait rideau de fer, jusque dans les années 70. Et l'Irlande, qui a voulu sortir de sa pauvreté, a réfléchi. Elle dit, il y a deux choses à faire. L'éducation, l'attractivité fiscale. Ça a remarquablement réussi. Ils ont formé leurs jeunes pour qu'ils puissent être employables. Et ils ont offert un taux qui est toujours le même depuis 25 ans, de 12,5%. Et ils n'ont pas varié. Ils ont dit, en plus, c'est une règle aussi qui est importante, ce sera un taux pérenne. Donc, je pense que c'était une chance pour l'Irlande de pouvoir attirer des entreprises. Le Luxembourg, confetti s'il en est, au milieu de l'Europe, on se demande pourquoi il existe encore, il ne faudrait pas leur dire ça, mais eux, ils ne savaient pas que faire. Ils avaient une sidérurgie, mais qui était un peu malade, et donc ils ont trouvé une solution qui consistait à créer des outils, et notamment des holdings, qui étaient neutres fiscalement. Alors, il y avait un tout petit impôt, mais tellement minuscule que ça ne gênait pas grand monde, et le Luxembourg assurait donc finalement un coût fiscal très faible, et assurait également la pérennité du système. Ces holdings luxembourgeoises, elles ont obligé toute l'Europe à consentir dans leur pays, par exemple en France, un régime holding beaucoup plus favorable aussi. Ce qui est logique. Pourquoi? Ce qui est juste. Parce que une holding, c'est donc la société qui détient une autre société. Ces bénéfices viennent des dividendes qu'elle reçoit d'une société opérationnelle, ou d'une filiale de filiale, etc. Donc les dividendes qu'elle reçoit ont déjà été imposés. C'est la raison pour laquelle le Luxembourg avait mis en place une absence d'impôt sur les dividendes reçus d'une autre société, au sein de laquelle ils avaient déjà été imposés. Ce qui n'existait pas dans les autres pays, ou dans la quasi-totalité des autres pays, et qui depuis lors existe dans la quasi-totalité des pays
l'Europe parce que c'est plus juste. Donc en réalité, cette différence fiscale au sein de l'Europe, c'est aussi une diversité qui est une diversité à la recherche du plus juste aussi. Car s'il y a uniformité, eh ben, en quoi en soi l'uniformité serait plus juste? Dans la mesure où vous pouvez bouger. Alors évidemment, avec votre supérieur, vous ne pouvez pas bouger. Encore que, si vous n'êtes pas content en France, vous pouvez aller en Angleterre, où vous serez demain imposé aussi un taux d'impôt sur les sociétés, semble-t-il, de 15% ou 16%, puisque c'est le projet qui semble être toujours à l'actualité. Donc on peut bouger. Moi je dis, tant qu'on peut bouger, nous, laissons-nous la liberté, et que les États se fassent un peu concurrence pour nous trouver ce qui est le plus juste. Mais j'entends bien ce que vous dites. Mais je crois que la justice est plus grande de l'autre côté. Donc en fait, si je comprends bien, vous êtes quand même quelqu'un de libéral, mais, et oui ça on l'a su, mais surtout attaché, j'ai l'impression, quand même à l'État-nation. Hein. Parce que vous parlez de progrès pour notre imposition, si par exemple on est en concurrence avec les autres pays européens, alors que, par exemple, personnellement, je me passe dans une logique européenne et d'avancement européen. On est quand même la première puissance économique mondiale. Oui. L'Europe, vous savez, Mme Merkel disait 7% de la population mondiale, 20% de la production, 50% du PIB distribué. Bon. C'est-à-dire 50% de dépenses publiques. Moi, je me méfie un peu de cette Europe, justement, de cette Europe tentaculaire, de cette Europe. On a déjà un État-providence, je ne voudrais pas d'une Europe-providence. Parce que je pense que plus le Léviathan est loin, plus il est dangereux, parce que plus il est anonyme. Je crois nécessaire d'avoir des communautés qui nous permettent de vivre. Nous ne sommes pas des Robinsons. On ne peut pas vivre solitaire. Il faut donc avoir des cadres dans lesquels nous puissions vivre. Et je crois effectivement que plus on vit proche, plus on s'organise entre proches, plus c'est facile aussi. D'où la subsidiarité. Et donc, je pense que l'État-nation a encore une longue vie devant lui, oui. Et que néanmoins, je pense que l'Europe est un beau et grand projet, pour autant qu'elle ne s'occupe pas de nos fromages et de nos prélèvements sociaux, qu'elle nous laisse vivre. C'est un grand projet, d'abord culturel, parce que nous avons la même culture, et donc nous pouvons partager une même vision, plus facilement en tout cas, parce que c'est un beau projet de liberté, c'est une histoire de liberté, l'Europe, avec plein de failles, plein de tourments, mais quand même, globalement, c'est une histoire de l'apprentissage de la liberté. Et c'est aussi, ça peut être une belle histoire d'union des peuples pour se défendre quand nécessaire. Et là-dessus, je suis tout de même assez favorable à ce que l'Europe évolue vers une Europe de la défense, parce que de toute façon, nous ne savons plus nous défendre seuls dans un monde qui devient trop complexe. Mais c'est un choix, hein. Et c'est compliqué. Prenez le micro peut-être. Moi, il y a quelque chose dont vous ne parlez pas du tout, c'est tout ce qui est les subventions, par exemple. Tout ce qui est Les subventions. les subventions. Oui, le CICE, par exemple. Qui est une aide qui est accordée aux entreprises, en échange de laquelle elles ont une réduction d'impôt, je fais un simplifié, mais une réduction d'impôt, elles s'engagent à fournir des emplois, et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'elles ont seulement rempli leur trésorerie. Pareil, vous dites qu'il faut que l'Europe, qu'on reste chez nous, etc. Enfin, les nouveaux climates sont subventionnés par la PAC au niveau européen. Donc, je trouve que vous oubliez quand même une partie qui est assez importante. L'État, c'est pas que les sous aux entreprises et aux particuliers, c'est aussi les aider, redistribuer au mieux. Et les entreprises ne sont pas laissées en reste. On va quand même pas pleurer les grands groupes. Alors, merci beaucoup, parce qu'au fond, justement,
ces subventions, ces niches fiscales innombrables, je vais dire un mot, au fond, c'est ce que fait l'État français et beaucoup d'autres États, hein, de manière permanente, alors qu'on reproche finalement à l'Irlande de l'avoir fait avec Apple, mais c'est la même chose, c'est le même problème. Vous parlez du CICE. Alors le CICE est une invention, c'est une machine, une usine à gaz incompréhensible à son paroxysme. On prend aux entreprises pour leur redonner. Et au passage, il y a la grande machine qui coûte. Bon. Donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. D'une manière générale, je pense que tout ce qui est niche fiscale, qui sont des formes de privilèges accordés aux uns, comme l'Irlande accorde son privilège à Apple, toutes les niches fiscales, pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit pour Apple, sont injustes. Il y a en France 450 et quelques niches fiscales recensées, fiscales et sociales recensées dans les lois de finances et le PLFSS, le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Mais en réalité, il y en a 700. Si vous prenez en compte tous les autres avantages fiscaux, il y en a 700. Et ces niches fiscales représentent 190 milliards d'euros par an. C'est-à-dire le cumul du produit de l'impôt sur le revenu et de la TVA. C'est considérable. Les niches fiscales, c'est toujours ce que certains obtiennent au détriment des autres. Prenons un exemple. Quand on exonère d'impôts, si aujourd'hui, tiens, dans la loi de finances d'aujourd'hui, on exonère 4% de Français de plus d'impôts sur le revenu, 1 milliard d'euros. Ça paraît juste, d'une certaine manière, on se dit, bah tiens, on va exonérer d'impôts des gens qui ont de la peine à le payer. Bien sûr. Mais en réalité, la machine France, elle continue, même il va y avoir, en gros, je crois, 6 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par rapport à l'an dernier, outre l'inflation. Donc, en réalité, il faut bien toujours les mêmes impôts. Donc, s'il y a 4% de Français qui payent 1 milliard de moins, ça veut dire que ce milliard, il va falloir le prendre ailleurs. Donc, en réalité, toute niche est bien un privilège accordé à certains au détriment des autres, à la charge des autres. Je vais même dire que, en réalité, on s'aperçoit que plus une fiscalité est lourde, plus elle est complexe, plus il y a de niches. Parce que plus l'impôt est lourd, plus il y a de gens qui viennent frapper à la porte en disant « Oui, mais nous, on ne peut pas le supporter. Dans tel cas, c'est injuste. Nous, on est fabricants de pipes, ce qui est une niche pour eux. Nous, on est journalistes. Nous, on est marchands de tabac. Donc, nous, c'est différent. » Et comme le gouvernement a besoin de voix, il dit « Bon, ben, alors, je vous l'accorde, je vous l'accorde, je vous l'accorde. » Et ça fait 700 niches. Donc, même chose pour les subventions. On dit qu'il y a, je ne sais pas, le chiffre n'est pas, je suis moins sûr du chiffre là, mais il y a 70 à 90 milliards d'euros de subventions versées aux associations par l'État et les collectivités locales. Est-ce toujours nécessaire? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que chacun d'entre nous, on a déjà des possibilités de déduction, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux inciter à la déduction de chacun d'entre nous, plutôt que d'aller dire aux collectivités de décider pour nous? Moi, j'ai été élu local, et un jour, au sein de la communauté urbaine de Lyon, le président nous dit « Ah, alors écoutez, aujourd'hui, on était en assemblée, 140 élus, on va voter une subvention, c'était après un tremblement de terre en Turquie, je ne sais plus où. Pour les gens du tremblement de terre, on va voter 20 000 euros. » J'ai expliqué à mes collègues, je leur ai dit, mais attendez, moi je suis éminemment solidaire de ces gens qui souffrent en Turquie, et qu'on mette un chapeau à la sortie, ou qu'on favorise ceux qui vont venir le mettre chez nous, pour que tous ceux qui viennent à la communauté urbaine puissent verser leur voix. Moi je suis tout à fait... Mais que nous, avec l'argent des contribuables, on décide pour eux de verser 20 000 euros à la Turquie, il n'y a pas de raison que chacun... Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais j'en reviens à cette notion de liberté. La liberté, on la trouvera dans, je dirais,
l'égalité non pas des conditions, mais des chances. Et l'égalité des chances, c'est le même impôt pour tous, pour que chacun puisse choisir. Et c'est la restriction du rôle de l'État qui n'a pas à faire le bien, c'est pas à lui ou à la communauté urbaine de Lyon, pour reprendre cet exemple concret, c'est pas à elle d'aller faire le bien en Turquie, c'est à nous. Une dernière question? Personne? Bon bah la conférence pour fin. Merci à tous de venus, merci M. Delfoll pour votre. Merci à vous.